Bonjour et bienvenue dans Studio 10. Aujourd'hui, reportage sur le Nouvel An chinois, une chronique sur les spots photos de Paris faites par Fiona, puis la chronique sur l'émission de LCI, Mission Convaincre. On aura le droit à un débat autour des Jeux Olympiques, et puis une chronique sur la Fashion Week, et enfin on finira sur les premiers résultats des Jeux Olympiques qui ont commencé il y a 4 jours. La semaine dernière se tenait le Nouvel An chinois dans les rues de Paris, une joie pour les danseurs qui n'avaient pas pu faire la fête en 2021, un moment de partage et d'amusement raconté par Kim Bastard. Un dragon rouge et de drôles de bêtes colorées que tout le monde s'empresse de filmer une fois animées. Cette année, le Nouvel An chinois a été célébré dans la rue du Faubourg Saint-Honoré dans l'après-midi du mardi 1er février. Si le défilé de l'association Paris-Lyon Sport a attiré l'attention, c'est notamment grâce à la cohésion de groupe de ces danseurs, heureux de pouvoir défiler de nouveau. Cette année on est beaucoup et on a beaucoup plus de démonstrations que l'année dernière, parce que l'année dernière il y avait le Covid, c'était vraiment plus compliqué, mais là ça reprend pas mal, donc c'est vraiment cool. Pour célébrer le début de cette nouvelle année placée sous le signe du tigre d'eau, la danse des dragons, qui suit le son des percussions, fascine et réchauffe le cœur de nombreux spectateurs. J'aime beaucoup les arts asiatiques, je m'intéresse beaucoup, c'est dans ma démarche aussi artistique, donc je voulais vraiment voir ça, c'est la première fois. Donc c'est pour moi un plaisir d'assister à ce défilé. En ce 1er février 2022, ni le Covid ni le mauvais temps n'a découragé le public à se déplacer pour assister et rendre hommage à la culture chinoise. Une fois encore, la pandémie a annulé de nombreuses autres manifestations programmées partout dans la capitale. Maintenu dans le 8e, le défilé est un événement important qui fait honneur à la tradition asiatique. Il faut garder la tradition et ça nous manque beaucoup parce qu'on vit tous en communauté, mais il faut se respecter les uns les autres. Il ne faut pas diviser, il faut apprendre à vivre ensemble. Fêté en plein cœur de Paris, l'événement a attiré un public cosmopolite important. De quoi rendre fier le président du comité du Faubourg Saint-Honoré. On est très contents parce que c'est la 6e année qu'on le fait. On a dû malheureusement pas le faire en 2021, la dernière fois qu'on l'a fait c'est en février 2020. Donc on est content de l'avoir que pas fait une année, on le refait avec plein de monde, donc on est très heureux de remettre ces événements festifs dans les rues. Ça fait du bien de voir tout le monde sourire et de fêter les choses différemment, et surtout on souhaite une bonne année à nos compatriotes chinois. Alors Kim, tu es avec nous pour nous raconter comment s'est passé cet événement, ce Nouvel An chinois qui n'avait pas eu lieu en 2021. Tout simplement pour commencer, comment était l'ambiance sur place ? Je pense que les gens étaient très heureux. L'ambiance était vraiment festive. Comme l'a dit le président du comité du Faubourg Saint-Honoré, l'année dernière, il n'y a pas eu cette parade qui est vraiment importante pour le Nouvel An chinois, parce que c'est vraiment une transmission des valeurs asiatiques finalement. Donc les gens étaient contents que cette année ça puisse se fêter. Quand on regardait sur internet, en fait, j'ai dû appeler un petit peu auparavant parce qu'avec le Covid, ils ont eu aussi peur qu'en 2022, on soit obligé d'annuler la parade. Donc sur internet, c'était un peu marqué qu'un peu partout dans Paris, les parades allaient être annulées. Donc j'ai appelé le Paris-Lyon Club, donc les danseurs que vous avez pu voir dans le reportage. C'est vraiment une troupe très bienveillante. Ils m'ont répondu tout de suite que non, dans le Faubourg Saint-Honoré, le défilé n'était pas annulé. Et puis voilà, c'était vraiment de la joie. Il y avait du monde présent sur place. Et du coup, est-ce que quand on va à ce genre d'événement, est-ce qu'on se sent vraiment au sein même de la culture chinoise justement ? Je pense que oui, en année hors Covid. Cette année, du coup, le défilé a pu prendre place dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, mais on n'est pas dans le 13e arrondissement de Paris, dans le quartier chinois justement, où là-bas, donc techniquement, chaque année, il y a des défilés avec des chars. Le Paris-Lyon Club vient faire le défilé, il y a des énormes chars, les commerçants sortent de leur boutique et puis tout le monde se souhaite la bonne année. C'est vraiment un moment de joie intense. Dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, cette année, il n'y avait pas de chars. On sentait un peu les gens qui restaient dans leurs magasins, ils restaient à leur balcon, c'était vraiment bonne ambiance, mais je pense que la tradition se fait plus ressentir dans le sud de Paris. Du coup, on peut dire qu'en vrai, les gens se comportaient bien et que, en tout cas, ils étaient contents d'être là et que, c'était une bonne ambiance et que tout était bien et qu'ils étaient tous contents de se retrouver après un événement 2021 annulé. Exactement, complètement. On va passer aux chroniques avec une première chronique faite par Fiona. Bonjour Fiona. Bonjour Malo. Si on vous dit Robert Doisneau, vous pensez aux photos de Paris. Et bien figurez-vous que c'est ce dont va vous parler Fiona. Les lieux cultes ou même méconnus. La visite de Paris est donc
lancé par toi-même. Oui, c'est ça, merci Malo. Donc, si nous commencions avec le cœur de Paris. Donc, dans le premier arrondissement, il vous réserve beaucoup de belles surprises avec des lieux calmes, prestigieux et à la fois magiques. Tout ça à seulement 30 minutes de la gare de l'Est. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. En quelques pas, vous pouvez retrouver les colonnes de Buren, le Palais Royal, le musée du Louvre ou bien le jardin des Tuileries. Mais ce n'est pas tout. Au 59 rue de Rivoli, un monde complètement décalé vous attend. Et si nous continuons avec nos spots parisiens tant aimés, nous avons l'Opéra Garnier, la BNF et le Sacré-Cœur. Tout ça sont encore connus de nous tous, cependant on en a aussi certains autour de la Tour Eiffel, comme par exemple le Square Rap, la rue de l'Université ou bien le pont de Bir Hakeim. Mais justement, tu nous as promis des lieux méconnus. Où est-ce qu'ils sont ces lieux méconnus à Paris ? Effectivement, ceux-là, on les connaissait donc déjà tous. Notre capitale regorge de belles surprises, donc pourquoi pas vous emmener un petit peu plus loin. Si nous commencions d'abord avec la découverte des couleurs vives du terrain de basket de Pigalle à la rue Dupéré, ou bien la rue Desnoyers, ou encore la Maison Rose de Montmartre. Est-ce que tu n'as pas encore une ou deux petites pépites à nous donner en fin de chronique, comme ça, gratuit ? Bien sûr que si, Malo. Comme vous connaissez les passages de Paris, le passage de Langres principalement est vraiment joli à faire en amoureux. Si vous en avez un, fait toujours plaisir. Sinon, il y a aussi le Parc Floral de Paris, le musée Gustave Moreau ou bien le palais de Tokyo qui vous accueillera les bras ouverts. Et ben, en tout cas, maintenant, on a de quoi visiter à Paris. Visiter à Paris, on va passer sans transition avec justement une chronique politique parce qu'avec Studio 10, on vous avait promis de vous emmener à la découverte de nos études de l'ISCPA. Et Ethan vous propose de revenir sur les 2 premières émissions pour convaincre, auxquelles certains élèves ont pu assister, donc comme Ethan, comme Elisa, et même Kim. Et on va vous dire en quoi, tout simplement, consiste cette émission. Oui, c'est ça, Malo. Alors, dans le cadre de la présidentielle, LCI et Particules Production ont lancé l'émission Mission Convaincre. Le principe est simple, 6 soirées seront exclusivement réservées à 6 candidats différents. Ils auront, comme le nom de l'émission l'indique, le défi de convaincre un panel de 6 citoyens qui sont abstentionnistes. Donc ces citoyens sont sélectionnés par l'Institut de sondage IFOP. Au cours de ces soirées, les journalistes Ruth Elkrieff et David Pujadas passent en revue le programme et les solutions du candidat. Au fil de l'émission, les abstentionnistes sont questionnés et amenés à réagir sur les propositions et les idées de chaque candidat. Ok. Et du coup, pour les 2 premières émissions, on a eu Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Est-ce que tu peux nous faire un bref résumé de ces 2 premières émissions ? Oui, tout à fait. Donc Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont les 2 premiers candidats qui se sont confrontés et prêtés au jeu de l'exercice de convaincre. Dans un premier temps, les candidats ils doivent se présenter aux Français qui se désintéressent de la politique, aux gens qui ne suivent absolument pas le monde politique. Il y a d'ailleurs des gens d'abstentionnistes qui ne connaissaient pas Éric Zemmour avant son annonce à la présidentielle. En l'occurrence, pour cette émission, ils sont aussi revenus sur leur programme et leurs idées. Donc, droite l'oblige, ici, on a parlé d'économie et de sécurité. Puis, en fin d'émission, le journaliste Adrien Gindre est chargé, dans une courte séquence, de conclure en résumant la prestation du politique, les petites phrases chocs et les moments forts de la soirée. Ok. Et niveau audience, qu'est-ce que ça donne justement sur le canal 26 ? Alors là, je vais me servir de mes fiches. Donc côté audience, Mission Convaincre a évidemment dynamisé la courbe de LCI, donc pas habitué à de tels scores. L'émission sur Éric Zemmour a rassemblé 711 000 téléspectateurs entre 20h40 et 23h28. C'est quasiment 2 fois plus que pour l'émission consacrée à Valérie Pécresse, qui a quand même fait un bon score. 356 000 curieux le lundi 31 janvier pour une émission totalement nouvelle. Donc, Ok. Et c'est quoi ton avis sur ce format d'émission ? Est-ce que pour toi ça apporte vraiment ? Alors les points forts, donc c'est déjà LCI, donc une chaîne d'information, donc il n'y a pas de pub, donc ça c'est déjà pas mal pour tous les jeunes qui la pub c'est une horreur. Ouais, c'était Surtout 3 heures à tenir comme ça. Donc là 3 heures à tenir, donc dans le public compliqué, mais là au moins vous avez 3 heures non-stop. Vu que c'est une chaîne d'information pareil, la chaîne peut se permettre de déborder sur la grille des programmes, donc ils prennent le temps pour chaque partie, pour chaque question, et puis c'est une émission qui est grand public évidemment, elle nous rappelle surtout avec nostalgie Ambition intime à l'époque sur M6 où l'on pouvait rentrer dans la vie intime de chaque politicien. Au début, il y a une séquence exprès réservée à ça. Donc pour tous les curieux, les fans de la presse people, etc., vous serez servis en première partie d'émission. Et concernant le point faible, pardon, oui, est-ce que je l'ai pas donné, c'est ce que j'ai donné les points faibles. C'est le principe en lui-même qui pose souci, parce que comment convaincre un abstentionniste d'aller voter pour quelqu'un qui défend des idées totalement contraires aux siennes. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur l'émission d'Éric Zemmour, le candidat du parti Reconquête. Il a été plus souvent interrogé sur les phrases chocs que sur des mesures concrètes. Donc là encore, le téléspectateur peut se laisser
peut se sentir un peu lésé. Enfin, il y a aussi un autre souci, c'est la sélection des abstentionnistes. Elle pose problème puisque déjà la parité n'est pas respectée. Il y a 2 hommes pour 4 femmes et les critères de sélection n'ont pas été dévoilés. Donc certains s'interrogent sur la pertinence ou non des abstentionnistes. Ok, on a eu donc Éric Zemmour, Valérie Pécresse, on est plutôt sur le flanc droit. Désormais, est-ce qu'on va avoir dans les prochaines émissions des candidats de gauche pour rééquilibrer au niveau idée politique? Alors oui, c'est prévu, donc 6 émissions sont prévues, donc on imagine tous que ça va être 3 candidats de gauche, 3 candidats de droite, 3 candidats de gauche. Cependant, la prochaine émission prévue, c'est avec Marine Le Pen, 3e candidate de droite, le 16 février. Yannick Jadot sera le premier candidat de gauche à se prêter au jeu le 23 février. Les 2 dernières émissions, elles n'ont pas encore été communiquées concernant la date et les candidats, mais on risque de voir Jean-Luc Mélenchon et pourquoi pas Fabien Roussel, c'est le plus haut dans les sondages, ou Christiane Taubira. Ok, donc si vous voulez voir vos prochains camarades de l'ISCPA, vous regardez les émissions de LCI et il y aura dans le public à chaque fois des étudiants de l'ISCPA, donc déjà pour les 2 premières émissions, et puis Fiona, toi tu iras fin février, le 23 février. Voilà. Ok, entre 2 chroniques, on peut faire une petite pause sport ou plutôt écologie. Alors ce week-end, les Jeux Olympiques d'hiver ont débuté à Pékin avec déjà quelques épreuves et quelques médailles sur lesquelles nous reviendrons en fin d'émission. Mais un débat revient à chaque fois qu'on parle des JO de Pékin. L'écologie. Alors bien que Martin Fourcade a dit que la neige est bien froide et compacte, celle-ci n'est pas du tout naturelle, 100% de neige artificielle sur les pistes de ski et de snowboard. Alors est-ce que le maintien de ces Jeux Olympiques est raisonnable entre la situation politique et écologie? Qu'en pensent nos chroniqueurs? On voit ça tout de suite dans le débat. Alors, les épreuves de ski organisées à Zanayaku demandent de sortir près de 185 millions de litres d'eau pour les transformer en neige. Niveau environnement, c'est pas trop ça. Qu'est-ce que t'en dis toi, Elisa? Et non, la neige est 100% artificielle dans un milieu où il n'y a habituellement pas de neige et donc ça a des impacts sur la faune et la flore. En plus de ça, la fausse neige, elles fond beaucoup plus lentement et donc ça provoque des retards dans la pousse de la flore. Au début du printemps, les animaux ils ont moins de nourriture. Il y a aussi une pollution sonore très importante due au canon à neige qui tourne même la nuit. Donc, C'est vrai, mais par exemple en France, toi en plus tu habites dans le Jura, on peut contrebalancer en disant qu'il y a quand même 1200 milliards de litres d'eau par an qui sont transformés en neige dans chaque station. Donc est-ce que vraiment la légitimité de parler, de dire ça en étant français, en disant qu'il y a beaucoup de dépenses, est-ce qu'on est légitime en tant que français, Fiona? Moi je pense pas, à partir du moment où on n'a pas baillé devant notre porte pour parler sur un autre pays, je pense qu'on devrait pouvoir regarder ce qu'on fait en France avant d'en discuter. Mais oui, c'est vrai, c'est une réponse légitime quand même. C'est pas forcément correct. Après, c'est ce qu'on disait avant l'émission. Là, en fait, ce qui est choquant, c'est que c'est de la neige artificielle et les pistes sont enneigées et à côté, finalement, il n'y a pas de neige. Donc, ça fait très bizarre, en fait. Alors qu'en France, on est souvent dans le Jura, dans les Alpes, dans les Pyrénées. Quand on utilise les canons à neige, il y a de la neige sur les côtés. On n'a même pas l'impression finalement qu'il y a de la neige artificielle, alors que pourtant on en utilise aussi, quoi. Ah, c'est vrai qu'il y a ces images qui sont hyper impressionnantes de vert et de blanc côte à côte, donc ça fait assez bizarre. C'est flagrant en fait, alors qu'en France généralement il y a quand même un reste de neige sur les hautes pistes en tout cas, alors que là-bas c'est vraiment vert et blanc d'un côté, quoi. Mais c'est surtout que c'est le principe de Jeux Olympiques d'hiver sur de la fausse neige. Je pense que si on nous avait dit ça il y a quelques années, personne ne l'aurait cru. Donc, Ouais, c'est étonnant en fait. Ouais. C'est vrai que Pékin, en plus, avec ces Jeux, ils allaient chercher l'exclusivité. Organisateur en 2008 des Jeux Olympiques d'été, cette fois-ci, c'est les Jeux Olympiques d'hiver. C'est la première ville dans toute l'histoire des Jeux à faire les deux. Alors, est-ce qu'on est juste dans la politique à vouloir montrer justement cette prouesse technique, Ethan? Bien sûr, c'est un enjeu géopolitique important. Le pays est évidemment mis en avant, que ce soit les villes ou le gouvernement. Après, il y a différents problèmes. Moi, je reviens sur le problème de la neige artificielle. Si on avait dit il y a quelques années qu'on ferait des Jeux Olympiques sur neige artificielle, personne ne l'aurait cru. Mais je pense qu'on tire sur Pékin parce que c'est dans l'actualité, mais tout le monde est sur le même principe. On parlait de la France avec le Jura, mais aussi la France qui a participé évidemment à organiser la future Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et le principe est également le même, des stades climatisés. Enfin, où va-t-on entre guillemets. Donc non, aujourd'hui on peut s'attendre à tout. Moi je m'attends à voir les Jeux Olympiques d'été au Groenland dans quelques années. Donc non, c'est le problème est là, c'est que pour les enjeux géopolitiques, on est prêt à mettre de côté l'écologie. On va rester dans la politique.
parce que le sport et la politique, c'est des choses qui sont indissociables. Hein. On peut se souvenir de Tommy Smith et John Carlos qui avaient brandi le bras lors des Jeux de 1968, il me semble. Alors justement, pourquoi laisser les Jeux Olympiques à la Chine quand on entend et qu'on sait justement tout ce qui se passe, notamment avec les Ouïghours, Kim? Et comme tu dis, c'est rigolo parce qu'on dit que le sport et la politique c'est indissociable, alors que depuis des années, le CIO, le Comité international olympique, s'efforce justement de montrer la différence, de séparer vraiment le côté sportif du côté politique. On n'a jamais voulu justement que les sportifs affichent des convictions politiques. On se rappelle justement du point levé, le Black Power de Tommy Smith et de John Carlos en 1968. Pour ça, ils avaient été éliminés de leur équipe et après, ils ont été interdits de compétition à vie. Donc c'est quand même, ça a quand même des répercussions assez graves. Donc voilà, cette année, ce qui se passe en Chine, c'est pas non seulement un problème environnemental, comme tu l'as dit, il y a aussi le problème de la répression des Ouïghours. On a un problème avec Hong Kong, on a un problème aussi de pression militaire sur Taïwan. Ce qui se passe en Chine, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc pour ça, le CIO a cette année autorisé les athlètes à partager leur opinion politique dans les médias, dans l'espace public. Après, voilà, quand on revient au centre de la compétition, sur le podium, on n'a pas le droit, on n'est toujours pas autorisé à divulguer ses opinions politiques ou à faire valoir sa politique. C'est les athlètes de toutes les nations ou juste... là, tu viens de... Normalement, oui, de toutes les nations, vu que c'est le CIO qui a... Après, en France, on n'a pas entendu d'athlètes exprimer trop à ce propos, mais en tout cas... on n'en écoutera pas en Chine négativement. La dernière qui a donné son avis, on l'a toujours pas retrouvée, c'était la tennisman... la tenniswoman, pardon, oui, mais bon, on l'a retrouvée... Mais maintenant, elle ne dit plus rien, quoi. J'ai oublié le nom de la tenniswoman. Attends, alors ça c'est Peng Shuai, un truc comme ça. On regardera, mais oui, la dernière qui a donné son avis un peu négativement, voilà, on sait ce qui lui est arrivé, donc je m'attends pas à avoir un avis négatif d'un athlète chinois. Surtout qu'ils se sont défendus, les Chinois, parce qu'il y a une skieuse professionnelle qui fait du coup du ski de fond, qui vient de la province du Xinjiang, donc où vit la majorité ouïghour, et donc c'est un peu une sorte, ils utilisent un peu cette athlète pour faire bonne figure finalement. Comme sur toutes les sorties médiatiques des athlètes, de toute façon... Ouais, mais c'est vrai que j'avais pas abordé le sujet du CIO, mais le président du CIO s'est quand même félicité de réussir à organiser les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin en disant que Pékin et la Chine étaient un pays de sport d'hiver. Donc ça, c'est aussi des propos qui peuvent... C'est normal qu'ils se félicitent, je veux dire, sur un enjeu géopolitique. C'est incroyable d'organiser les JO d'été et d'hiver dans la même ville. Mais après, voilà, il n'a pas du tout parlé d'écologie. Je pense que si on lui parle d'écologie, il ne va pas se féliciter forcément sur le sujet. Surtout que 2008, ça date pas d'il y a si longtemps que ça, donc c'est compréhensible. C'est déjà le principe d'organiser un JO dans une ville, c'est incroyable. On a vu Paris 2024, l'engouement autour et l'investissement et tout ce que ça va apporter à Paris et à la France. Donc on imagine en Chine... organiser à la fois l'été et l'hiver, ce que ça représente. Après, lui, il est content. Il y a beaucoup de pays qui ont boycotté. Les États-Unis, ils ont boycotté hyper rapidement les JO d'hiver. Et c'est les seuls, d'ailleurs, c'est le seul gouvernement, pour l'instant, à parler de génocide par rapport à ce qui se passe avec les Ouïghours. On a aussi le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie qui ont boycotté ces Jeux. Et du côté de l'Union européenne, il y a beaucoup de membres de nos gouvernements qui ne se sont pas rendus à la cérémonie d'ouverture, mais ils n'ont pas boycotté publiquement parce que, nos intérêts avec la Chine, quand même, nos intérêts économiques priment quand même. Après, oui, le principe de boycott des États-Unis, c'est avant tout un enjeu géopolitique, on le sait aussi. Donc après, c'est bien de l'avoir boycotté, je pense que de nombreux gouvernements auraient dû le faire, mais voilà, il ne faut pas non plus tout mélanger. Je pense que surtout les États-Unis, c'est géopolitique avant tout, ils n'ont pas forcément pensé à l'écologie et tout ce qui se fait. Ok, donc on va close tes pas sur le fait que les Jeux Olympiques se déroulent en Chine, qu'il y a des efforts de la part de la Chine, comme tu l'as dit, l'athlète de ski fond qui vient du lieu où il y a des Ouïghours qui sont enfermés, mais que finalement le gouvernement français, lui, n'a pas boycotté les Jeux. Il y a quasiment tous les athlètes. Moi, j'ai vu aucune absence au niveau des athlètes sur cette présence aux Jeux Olympiques. Et de toute façon, les Jeux Olympiques, on en reparlera en fin d'émission, mais c'est vrai que c'est un débat et ce débat il continuera jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar en novembre-décembre 2022, où là pareil, voilà, au niveau écologie et puis même au niveau géopolitique, c'est pas ce qu'il y a de mieux cette compétition au Qatar. On va parler d'un sujet un petit peu plus gai, Elisa, puisque du 24 au 27 janvier 2022, Paris accueillait la Fashion Week de la haute couture. Dans ce contexte sanitaire encore fragile,
30 maisons ont présenté leur collection couture printemps-été 2022. Alors, qu'est-ce qu'il fallait retenir de cette semaine ? Alors, la Fashion Week Haute Couture, c'est l'un des événements les plus attendus dans le calendrier de la mode à Paris. Les grandes maisons de couture ainsi que les étoiles montantes de la mode, elles se partagent la vedette et elles font vibrer la capitale au rythme des défilés et des présentations. On découvre alors les collections féminines pour la saison de printemps-été 2022. Donc lorsqu'on pense Fashion Week, on pense capitale de la mode, vêtements de créateurs, mannequins, mais aussi VIP. Et il faut dire que les stars sont des membres indissociables de la semaine de la mode, au milieu des journalistes mode justement, des blogueurs et autres heureux titulaires d'une accréditation. Les stars du monde entier, elles trônent fièrement au premier rang de ces défilés, qui sont réservés à un cercle très fermé. Et donc chaque saison, ces VIP, ils s'infiltrent dans les coulisses et ils sont même parfois invités sur les podiums des créateurs avec qui ils partagent souvent des forts liens d'amitié. Et donc parmi elles, on y retrouve Kanye West, Pharrell Williams, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Katie Holmes, Cara Delevingne, Gigi et Bella Hadid ainsi que Tyga et Usher. On a aussi pu voir des célébrités françaises qui étaient également présentes à l'événement incontournable de la capitale. Donc on a pu y voir Charlotte Gainsbourg, Catherine Deneuve, Angèle, SCH, Jacques Mus, Pierre Ninet, Céline Dion, Carla Bruni, Benjamin Biolay ou bien Tylane Blondeau, ainsi que de nombreuses stars, mannequins, acteurs et influenceurs non cités. Une question, après les grandes stars, j'imagine que du coup il y a des grandes marques qui se sont rendues pour cette Fashion Week. C'est lesquelles qui ont fait vraiment sensation ? Et donc parmi les grandes maisons présentes au programme de cette Fashion Week 2022 à Paris, on retrouve l'incontournable maison Chanel, également Dior, Yves Saint Laurent, Lanvin, Balmain, Céline, Valentino, Louis Vuitton, Hermès ou encore Balenciaga. Et donc le défilé Dior s'est tenu, lui, dans les jardins du musée Rodin, le défilé Chanel au Grand Palais et le défilé Valentino Place Vendôme, donc des lieux assez prisés lors des grands événements justement tels que la Fashion Week en l'occurrence. On a pu y admirer les nouvelles collections dans des décors aussi originaux les uns que les autres. Par exemple, Chanel a mis en scène sa nouvelle collection et a fait défiler des chevaux, et Louis Vuitton par exemple aussi a décidé de placer plusieurs trampolines à divers endroits de son show. Donc assez original. Et après ces shows de la Fashion Week, c'est pas fini puisqu'elle reprendra dès le 28 février prochain, c'est ça ? Et oui, la Fashion Week se poursuit en 2022 avec la mode féminine du lundi 28 février au mardi 8 mars, la mode masculine du mardi 21 au dimanche 26 juin, la haute couture du lundi 4 au jeudi 7 juillet 2022 et pour finir, la mode féminine du lundi 26 septembre au mardi 4 octobre 2022. Ah merci, en tout cas ça a été la petite chronique culture. On va finir aussi avec un sujet soft, le sport. On attendait sur ce week-end d'ouverture l'équipe de France de biathlon puisqu'elle remettait en jeu son titre olympique. Battue par la Norvège, l'équipe emmenée par Quentin Fillon-Maillet empoche la médaille d'argent qui ouvre le compteur des médailles de la délégation française. Sur ce week-end, on attendait également Perrine Lafont, championne olympique à 19 ans à Pyeongchang il y a 4 ans. Après avoir voulu arrêter le ski en 2020, après avoir fait une saison 2021 hors du commun, elle arrivait mitigée sur ces jeux entre le pas de pression personnelle et l'attente des médias. La bataille pour le titre a été dure, des notes qui descendaient au fur et à mesure des runs, et c'est l'Australienne Jakara Anthony qui a remporté tous les runs. Des qualifs au run final, elle est devenue pour la première fois championne olympique. Donc médaille en chocolat pour Perrine Lafont, mais également pour Benjamin Cavet samedi. Mais la France, c'est pas du tout le pays du chocolat, et Yoann Claret ce matin nous l'a rappelé. À 41 ans, il décroche sa première médaille olympique en argent. Ça valait le coup d'attendre pour la descente homme reportée de la nuit de dimanche à celle de lundi. À cette occasion, le descendeur français devient le plus vieil athlète médaillé de l'histoire des Jeux. Puis retour en biathlon ce matin, et cette fois-ci, pas de vieille, mais dans la force de l'âge, Anaïs Chevalier a remporté sa 3e médaille aux Jeux, 2 jours après sa première médaille d'argent. Elle en remporte une deuxième, 2 ans après sa pause maternelle. Elle était revenue excellente sur la saison 2021, et cette fois-ci, elle surconfirme avec un excellent 19 sur 20 au tir et une petite 19e balle qui sort et la prive d'une médaille d'or au bout des 15 km de course, de bon augure pour la suite de la quinzaine. Merci à tous de nous avoir suivis, et puis merci à vous d'avoir été présents pour parler de vos différents centres d'intérêt. La photo pour Fiona, tu reviendras pour nous faire découvrir encore plus de spots dans Paris. Kim, merci à toi, et puis encore des reportages bientôt. Ethan, tu reviendras nous parler de sport aussi ? C'est ça, et de politique. Et de politique. Cinéma, et on verra voilà.
Voilà. Pour la prochaine émission, tu seras notre présentateur. Exact. Et puis Elisa, merci aussi. Et puis tu nous reparleras peut-être aussi de la prochaine Fashion Week. Ok, en tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Studio 10.